différence de qualité des trois présidents, Houari Boumedienne, Chadli Benjedid et Bouteflika? Enfin, de tous les présidents qui se sont relayés au sommet du pouvoir en Algérie, il est clair que Boumedienne était le plus dictateur, mettons, de tous. Bien que la manière dont il a géré politiquement le pouvoir, on pourrait presque dire que par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui en Algérie, que c'était plutôt un enfant de cœur. Bon, mais néanmoins, c'est lui qui a pris le pouvoir et il était le seul à détenir le pouvoir à partir de, même avant 62 et à partir de 1965 tout particulièrement. Donc, sur ce plan-là, il est certain qu'il tenait l'Algérie d'une main de fer. Hein. Néanmoins, sur le plan économique, sur le plan de l'état du pays, il avait au moins une politique sociale qui est reconnue. C'est du temps de Boumedienne qu'ont eu lieu ce que l'on a appelé les programmes spéciaux de développement des wilayas. Donc chaque wilaya avait un programme qui était établi pour son développement. C'est à ce moment-là que l'enseignement a été développé et l'enseignement gratuit. C'est à ce moment-là que l'analphabétisme a réellement été combattu en Algérie. La santé gratuite, il y avait un programme socialiste, un socialisme à l'algérienne, mais néanmoins il y avait beaucoup d'avantages sociaux pour le peuple. Donc voilà, en ce qui concerne Boumedienne. Quel était aussi le rôle de Bouteflika pendant ce temps, qui était ministre aussi? Alors, Bouteflika connaissait Boumedienne, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils collaboraient, et ils ont travaillé ensemble pratiquement depuis les années 56-57. Ils se sont connus au Maroc. Bouteflika, c'est lui qui a été à l'origine du coup d'État de 1965. Hein. C'est lui qui a poussé Boumedienne à faire le coup d'État. Donc, et puis, au lendemain de ce coup d'État, donc, il y a eu la création d'un Conseil de la Révolution. Et au sein de ce Conseil de la Révolution, c'est le groupe dit Doujda qui dominait ce Conseil de la Révolution. Et Bouteflika faisait partie donc, de ce clan très restreint qui était au pouvoir. Quand vous dites Bouteflika a poussé Boumedienne à faire le coup d'État, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu là-dessus? Bouteflika a hérité du poste de ministre des Affaires étrangères après la mort de Khemisti, qui était donc le premier ministre des Affaires étrangères de l'Algérie indépendante. Et il a poussé Boumedienne en ce sens qu'il s'est senti visé. Il disait que Ben Bella voulait prendre tous les pouvoirs. Effectivement, il était en même temps secrétaire général du parti du FLN, il occupait ministre de la Défense, il y avait toute une série de postes qu'il occupait, et Bouteflika, à tort ou à raison, se voyait évincé du ministère des Affaires étrangères par Ben Bella, et s'est préservé son poste qu'il a poussé, donc Boumedienne lui a dit ce gars-là, il est très dangereux, bientôt il va avoir ma tête, et un jour ça va être ton tour. Bon, voilà, et effectivement, le fait que Ben Bella a confirmé, si l'on veut, cet état de fait, justement parce qu'il voulait le contrôler un peu tout, quoi, en Algérie. Voilà ce que l'on sait, si vous voulez, sur le rôle de Bouteflika à ce moment-là. Alors, maintenant, si on arrive donc à Chadli Benjedid. Alors, Chadli Benjedid, ne s'attendait pas du tout, il ne rêvait pas de devenir président de la République. Lui, il se voyait être chef de la région militaire d'Oran et prendre sa retraite probablement à ce poste. Et
bon, Chadli Benjedid, il est connu que ce qui l'intéressait, c'était la plongée sous-marine et jouer à la belote tous les jours aux messes des officiers de la région militaire à Oran. Néanmoins, à la mort de Boumedienne, bon, à ce moment-là, les rivalités au sein de l'équipe du pouvoir sont apparues et on a eu donc deux candidats potentiels, Bouteflika et Yahyaoui. Et bon, et derrière tout cela, il y avait la sécurité militaire qui détenait le véritable pouvoir. Et on dit que Merbah ne voulait pas prendre le pouvoir, mais il s'imaginait devenir président de la République un peu plus tard. C'est-à-dire, on dit même que Merbah, on lui aurait dit, ou tout au moins c'était son intention, il voulait... parler de Razdi Merbah. Oui, de Razdi Merbah, qui était donc patron de la sécurité militaire. Il voulait être lavé, enlever le costume de flic. Et donc, il s'est dit, pour cela, il faut attendre encore quelques années, peut-être 1, 2, 3 ans, 3 années éventuellement, avant de se prononcer et de prendre le pouvoir. Comment pouvoir le faire? Ben, il fallait mettre un président qui soit le plus facilement dégommable, celui qu'on pouvait enlever facilement. Et donc, il a choisi Chadli Benjedid, évidemment avec l'accord des autres officiers supérieurs de l'armée. Néanmoins, Chadli Benjedid, donc, comme je disais, n'était pas préparé et ne voulait pas assumer les tâches de président de la République. Il voulait bien occuper le fauteuil, mais pas assumer les tâches. Alors pour occuper le fauteuil, bon ben, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a commencé à se débarrasser des autres candidats potentiels. C'est comme ça qu'il s'est débarrassé de Bouteflika, il s'est débarrassé de Yahyaoui et il s'est débarrassé de Razdi Merbah. Donc les trois plus dangereux, chacun suivant, enfin en utilisant des moyens différents. Et donc c'était un peu... Moi, je l'appelle un peu un roi fainéant. Hein. Il aimait bien jouir de la vie, et voilà. Alors évidemment, il y avait tout son entourage, et c'est là que sont entrés en jeu les dafistes, comme ils appellent, les déserteurs de l'armée française, qui ont commencé à occuper un peu les différents postes, et à leur tête, il y avait donc l'Arbi Belkhir, le fameux cardinal, qui, lui, petit à petit, a contrôlé un peu tout, les finances, l'énergie, la sécurité, bien entendu, la diplomatie. Et pour pouvoir asseoir son pouvoir, eh bien, il a essayé de mouiller un maximum de gens. Compte tenu du pouvoir qu'il détenait, il pouvait accorder tout un tas de privilèges et notamment permettre à un certain nombre de personnes de s'enrichir. Hein. Et il a commencé par la famille du président. Et à partir du moment où il avait la femme du président et son fils comme complices, bon, ben, il avait bien entendu un boulevard devant lui pour faire ce qu'il voulait. Donc voilà un peu, en gros, la personnalité de Chadli Benjedid. Et en même temps, pourquoi il y a eu un début enfin, on a assisté au démarrage donc, de cette politique de corruption, ça a démarré avec la libéralisation du commerce extérieur. Jusque-là, le commerce extérieur relevait de monopole d'État et seules les sociétés nationales étaient autorisées donc à importer du matériel ou des produits divers. Et Chadli Benjedid a passé une loi enfin, supprimant les monopoles d'État. Néanmoins, quand il a supprimé les monopoles d'État, bon, ils ont été tout de suite remplacés par des monopoles exercés par des personnes. Et ça, c'est le travail de l'Arbi Belkhir. Et c'est en général donc, des colonels pour l'époque qui sont devenus ensuite des généraux qui ont qui ont occupé ces différents secteurs de l'économie. Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il a parlé de ces 14 chats, comme il les a appelés, mais qui néanmoins, il les a appelés Monsieur Médicament, Monsieur Céréales, Monsieur Sucre, etc. Donc on savait que ces personnes-là contrôlaient des secteurs de l'économie. Et donc ces gens-là, tout seuls, évidemment, ne pouvaient pas
gérer. Il leur fallait des complices dans différents secteurs, au sein du secteur financier, dans les banques, au sein des douanes, enfin un peu partout. Et bien entendu, ces complices, petit à petit, ont commencé eux-mêmes à s'enrichir, à grossir. Certains ont été utilisés comme prête-noms. Et puis, petit à petit, donc, c'est là que l'on arrive à la période de Bouteflika, ça a été un retournement de situation. Ce sont ces gens-là qui se sont affirmés comme, aujourd'hui, sont eux, je dirais, pratiquement les véritables détenteurs du pouvoir. Comment vous vous êtes organisé, étant jeune, en manque de compétences et d'expérience, vous êtes arrivé à gérer quand même l'une des plus grandes compagnies, on peut dire, du monde, la Sonatrach. En 62, à Évian, il a été décidé donc de créer l'organisme saharien. L'organisme saharien était un organisme mixte algéro-français, au sein duquel la France et l'Algérie étaient représentés à parts égales, et qui devait gérer le pétrole saharien. Et cet organisme saharien constituait un écran entre les compagnies exploitantes et l'administration algérienne. Donc, pour prendre une décision quelconque, par exemple l'attribution d'un permis, la société qui le demandait déposait son dossier, bon, on envoyait une copie à l'administration, mais d'abord à l'organisme saharien. C'est l'organisme saharien qui étudie le dossier, qui donnait éventuellement son feu vert, et à ce moment-là, l'administration ne faisait que sortir le décret d'attribution ou autre. Donc, quand nous avons créé la Sonatrach, et l'organisme saharien, évidemment, était destinataire, normalement, de tous les renseignements et de toutes les informations, enfin, tout ce qui concernait ces gisements. Néanmoins, bien sûr, les sociétés faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Elles communiquaient les informations qu'elles voulaient bien communiquer à l'organisme saharien. Et quand nous avons démarré donc, la Sonatrach, évidemment, on ne connaissait absolument rien du Sahara. Nous sortions tous des universités, donc sans expérience, sans aucune expérience dans le domaine pétrolier. Et la première des choses que l'on a faites, c'est essayer d'abord de connaître ce Sahara, de savoir de quoi on disposait, qu'est-ce que c'était que ce pétrole, quelles réserves il y avait. Et pour cela, il fallait s'adresser à l'organisme saharien, puisque c'était l'organisme qui gérait donc, le pétrole saharien. Et c'est comme ça que l'on a commencé un peu à collecter des informations. Et bon, il a fallu faire appel à des consultants étrangers, à des boîtes de compagnies américaines qui ont fait les premières études de réserve algériennes, qui nous ont permis au moins de connaître de quoi on disposait, quelles étaient les réserves que l'on pouvait trouver au sein de chacun des gisements. Et puis, petit à petit, bon, on a commencé à oser des petites choses. Ce n'est qu'en 1967 que la Sonatrach a pour la première fois réalisé un forage. Et quand je dis réaliser le forage, ce n'est pas nous qui l'avions réalisé, nous avions fait appel à une compagnie, à une société de service qui l'a fait, qui a foré pour notre compte. Bon, cette société de service était une filiale de la Sonatrach. Parce qu'entre-temps, on avait commencé à créer des sociétés de services au sein desquelles la Sonatrach était associée à un partenaire étranger. Voilà, c'est... Ensuite, petit à petit, bon, ça a grossi, et petit à petit, on a découvert on a appris notre métier. Voilà. Ouais. J'ai appris que Ciné, qui est de Charlie Hebdo, qui a dessiné le logo qu'on connaît de la Sonatrach et qui a même fait la décoration pratiquement de toutes les stations-service qu'on connaît aujourd'hui en Algérie. Est-ce que vous avez une information à nous donner là-dessus? Ciné qui est décédé récemment. Mais oui. Non, effectivement, c'est lui qui a dessiné le logo de la Sonatrach, c'est lui qui a proposé les couleurs de la Sonatrach. Et bon, une fois que ça, il l'a fait dans le courant 1967, début 68, et la première manifestation de la Sonatrach a eu lieu, enfin, et ce logo et les couleurs de la Sonatrach ont été affichés pour la première fois le 1er mai 1968, enfin plutôt le 8 mai 1968, à Alger, où la première station-service a été décorée donc, de l'emblème de la Sonatrach. Et effectivement, bon,
je citais juste une petite anecdote, si vous voulez, en ce qui concerne ce logo de la Sonatrach. Bon, comme vous le savez, le logo, c'est un H posé sur un S posé sur un S, sur un H. Bon, le S est normal, le H est renversé. Bon, on disait à ce moment-là, c'est les salauds sont debout et les hommes sont couchés. Bon, enfin. C'est peut-être ce que pensait Ciné aussi. Probablement. Parce qu'il avait un peu l'esprit. L'esprit tordu de Ciné.